Il y a 2 jours, j'étais à une, une rencontre organisée par BPI France euh, qui permettait d'aller écouter les opportunités sur le continent africain. Euh, je peux dire une chose, il y avait 4 ou 5 pôles, Afrique, Asie, Amérique latine, etc., etc. Mais j'ai passé mes 3 quarts de temps dans le pôle africain et ça n'a pas cessé. Enfin, il y avait à peu près 200 personnes. À peu près 200 personnes. Et dans ces 200 personnes, vous aviez beaucoup euh, d'Occidentaux d'origine africaine ou beaucoup d'immigrés. Et parmi eux, il y a à un moment un homme qui a dit euh, comment est-ce qu'on peut se développer si on continue d'être pillé par la France. C'est... Il a dit qu'il était entrepreneur. Moi, je ne vais pas porter de jugement. Euh, je ne sais pas jusqu'où ce qu'il dit est vrai ou faux, mais je suis plutôt dans une autre forme d'optique. Je me dis, il y a beaucoup de populations, et surtout la jeunesse, et ça c'est très dangereux, qui a un ressentiment contre l'action euh, de l'État français. Par le fait que, par exemple, euh, nous voyons un peu les luttes de Kimi Seba, nous voyons un peu euh, tout ce qui se passe autour du franc CFA. Il y a un ressenti. Et je pense que pour qu'il y ait une vraie réconciliation, un vrai engagement de part et d'autre, Afrique-France, il faut vraiment qu'on s'assied et qu'on mène une discussion franche, de pair à pair. Parce que derrière, ce qu'on va de plus en plus voir, c'est qu'on va voir euh, l'arrivée d'acteurs. En octobre, à la fin de ce mois, on aura par exemple un sommet Afrique-Russie. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas y participer. Mais ça serait super bien vraiment d'aller voir ce que proposent nos amis russes, d'autant plus que je parle russe. Mais c'est pas grave, il y aura forcément d'autres sommets. Il y a déjà eu le sommet Afrique-Japon, il y a déjà eu le sommet Afrique-Chine et l'Union européenne. Où est le sommet Afrique-Union européenne? Où est le sommet de réconciliation Afrique-France? Ou bien de réconciliation Afrique-Grande-Bretagne? Réconciliation Afrique-Portugal? Réconciliation Afrique-Espagne? Ou bien réconciliation Afrique-Italie? Il faut qu'il y ait tous ces sommets-là pour que nous puissions, nous, génération africaine, dire notre ressenti de ce qu'a été jusqu'alors nos relations entre les anciens colons et les anciens colonisés et repartir sur de bonnes bases. Sinon, je pense que si on continue à simplement à fermer les yeux en se disant non, ça finira par passer, je pense que de plus en plus d'entrepreneurs, de plus en plus de jeunes gens vont plutôt préférer se tourner vers les autres acteurs, la Chine, la Russie, et de plus en plus le Brésil également, etc. Donc, pour revenir à l'œuvre de Kako no Bukbo, que je vous invite vraiment à acheter, euh, dans sa lecture, dans le livre également, il nous donne un certain nombre euh, de conseils, de types pour permettre à l'Afrique de vraiment continuer dans une évolution ascendante. Il dit par exemple qu'il est nécessaire de prôner un paradigme qui respecte à la fois l'humain et sa dignité, l'acceptation de toutes
la diversité culturelle africaine. Par là, bien sûr, je ne peux pas ne pas parler des attaques xénophobes qu'il y a eu en Afrique du Sud, mais ce n'est pas les seules attaques xénophobes. Il n'y a eu que celles-là qui ont été médiatisées, mais croyez-moi, j'ai vécu la xénophobie et je sais ce que c'est. Et ensuite, l'un des moments importants, il a également parlé de l'égalité femmes-hommes. C'est vrai que enfin, je suis dans des groupes sur Facebook africaines, purement africaines, et il m'arrive de mener des discussions à la limite de la violence, on peut dire ça comme ça, hum, parce que différence de point de vue, mais surtout, beaucoup se basent beaucoup sur les religions pour dire la femme a été créée dans un exemple atypique. La femme a été créée à partir de la corde de l'homme, donc elle doit se soumettre, machin truc, tu dis non, 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 non. C'est c'est une belle religion qu'est la chrétienté, mais il ne faut pas se baser sur ça pour définir les droits humains. On ne peut pas se baser sur ça pour soumettre la femme. Non, elle est libre. Elle est libre de choisir. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui fait peur aux hommes? Moi, je n'arrive pas à le saisir. Et donc, j'essaye de mener une discussion assez ouverte, assez évolutive. Et en général, on revient toujours, ça s'appelle l'ouroboros, hein, le serpent qui se mord la queue. C'est que non, dans tous les cas, la femme doit être soumise. Non, non. J'ai des sœurs et je me vois mal les voir se soumettre à un prétendu monsieur ou machin truc. Non, elle est libre de choisir. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Autant j'adore ma liberté, bah, je ne me vois pas restreindre la liberté d'autrui à la base d'une culture ou d'une religion. Ça ne passe pas. Et ça passera de moins en moins au XXIe siècle. Donc, euh, c'est toujours dans un souci en fait, de créer un débat. C'est voulu hein, ainsi. Et j'espère vraiment pouvoir créer un débat et discuter franchement avec la jeunesse africaine parce que il faut vraiment qu'on discute de beaucoup de choses pour voir comment gérer notre continent dans les 50 ans. Parce que dans les 50 ans, la plupart des vieux qui sont au pouvoir seront partis. Et on va se regarder dans le blanc des yeux. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'il faut qu'on en discute dès maintenant. Maintenant, quelques critiques à l'œuvre de Kaku Mboko. La première que je peux lui faire, c'est celle portée sur l'Union africaine. J'ai à un moment eu l'impression que les recherches faites sur le sujet n'ont pas été approfondies, ou à mon goût. Bon, euh, je n'ai pas notamment eu le sentiment que l'auteur comprenait la bataille que livre l'Union européenne, l'Union africaine, euh, qui va dans le même sens que la bataille que livre l'Union européenne, par exemple en termes d'intégration régionale. Euh, après, après c'est peut-être parce que moi, étant influencé par mes études en droit de l'Union européenne, parce que j'ai fait des études en carrière juridique européenne, voilà. Euh, j'ai cette possibilité de porter un regard assez critique et approfondi sur sur la chose. Euh, Comme l'Union européenne, en fait, l'Union africaine, pour moi, c'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme politique d'organisation sociétale qui a moins de 50 ans. Enfin, pour l'Union, je pense qu'ils avaient à peu près une soixantaine d'années, je me suis 1952. Bon, ok. Bref, ce paradigme est encore assez jeune, assez, pas encore assez mature. Hein. Et c'est un paradigme qui permet euh, une inclusion. Inclure toutes les minorités, par exemple. Inclure toute forme de culture.
de peuple, de lifestyle, etc. Ma vision des choses est que les unions régionales sont l'avenir de ce siècle pour deux raisons. D'abord, la première, cela va permettre de faire un poids face aux puissantes plateformes. Par exemple Facebook, Amazon, Google et de plus en plus Baidu, AliExpress, etc., etc. Cela est très très important d'avoir aujourd'hui une vue commune sur l'approche sociétale, l'approche économique de cette nouvelle économie dans laquelle nous entrons, qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la connaissance, par abstraction au fait que la matière première aujourd'hui de cette économie du 21e siècle, c'est finalement la donnée. L'un des exemples les plus comment je pourrais dire ça? Un des exemples les plus je dirais pas génial, mais enfin presque, c'est le RGPD. Le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui a permis à 28 États aujourd'hui de pouvoir dicter leurs vues, leurs obligations aux GAFA. Donc, la deuxième raison à cela, c'est pour donner la voix aux populations, mais surtout aux jeunes et aux femmes, en assurant certaines subsidiarités entre les différents niveaux de pouvoir. Un des exemples éclatants, c'est celui que joue la Cour de justice, par exemple, de l'Union européenne, dans son rôle d'interprétation des normes lorsque, par exemple, certaines normes nationales rentrent en conflit avec le droit de l'Union. Ou de l'autre côté, lorsque les États transposent dans leur législation nationale les normes de l'Union, par exemple, lorsqu'il s'agit des directives. Mais en bref, le livre m'a permis d'ouvrir les yeux en tant que jeune entrepreneur et juriste sur ce qui peut être fait et qui, à mon sens, devra être fait pour assurer une viabilité à l'économie africaine. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour parler de notre startup que nous sommes en train de monter, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, qui s'appelle Vitaboo. Nous espérons la lancer au mois de février 2020. Le fait est que nous vivons dans une économie de la connaissance, donc de la donnée, et nous visons l'économie informelle. Nous voulons que cette économie dite informelle puisse entrer dans l'économie formelle des États et faire bénéficier à leurs acteurs, à leurs actrices, des différentes retombées socio-économiques. Il s'agit entre autres d'avoir l'accès aux droits sociaux, ce qui sous-entend une construction graduelle et réelle d'un système fiscal inclusif et qui tienne compte des réalités de la poche de chacun. Également, nous pensons que grâce à notre startup, nous pouvons arriver à ce qu'on appelle des indications géographiques protégées. Je pense par exemple au pagne traditionnel burkinabé, le Faso d'Anfani. Je pense à la tieke et à ce qu'on appelle également l'appellation d'origine protégée. Par exemple, nous pouvons parler des vins de palme de Bobo Dioulasso. Notre but est de faire de cette plateforme une vitrine d'intégration africaine grâce notamment à la ZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine,
Nous aurons l'occasion d'en parler au fur et à mesure de l'avancée de la plateforme. Mais déjà, vous pouvez nous retrouver sur Facebook à la page Vitaboo ou dans le groupe DeepFab, un groupe spécial où nous partageons de temps à autre certaines informations et groupe qui nous sert en fait à vulgariser ce que c'est que la blockchain, ce que c'est que les crypto-monnaies. J'ai d'ailleurs fait récemment, j'ai publié un cours sur la blockchain et les crypto-monnaies sur Udemy. Vous allez le trouver dans la description en bas pour permettre aux juristes, parce que je pense que une partie du travail sera fait par les juristes, de pouvoir en fait comprendre la blockchain, non pas seulement comme un système de paiement, parce qu'aujourd'hui ça va au-delà du système de paiement, ça va au-delà de la crypto-monnaie. Et dans les 10 ans à venir, je suis sûr d'une chose, c'est que la blockchain va changer beaucoup de modèles, beaucoup de pratiques, notamment tout ce qui concerne le droit, tout ce qui concerne l'organisation sociale. Et déjà aujourd'hui, pour vous dire très clairement les choses, on a une certaine concurrence entre la blockchain et, par exemple, le notariat. Donc, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui aux juristes africains de comprendre comment la blockchain va impacter leur travail et de pouvoir s'aligner en ordre de bataille pour s'accaparer de cette technologie et de proposer des normes qui permettent de réguler tout cet écosystème qui est en train de naître. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr j'attends vos questions dans les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.